Lesotho, si vous le savez déjà, c'est Lesotho qui donne beaucoup de l'eau en Afrique du Sud. Donc, ils envoient beaucoup de l'eau à Johannesburg et dans d'autres parties de l'Afrique du Sud. Nous avons des pays comme l'Égypte qui aussi a un peu d'accès de l'eau, mais il y en a des régions en Égypte qui n'ont pas de l'eau. Donc, il y en a des pays de l'Afrique centrale. Des pays de l'Afrique centrale, avec toute la forêt qu'ils ont, avec la pluie qu'ils ont, et tout cela, avec des rivières et tout cela, ils n'ont pas. Le pourcentage sur l'accès de l'eau est très, très bas dans tous ces pays. Bon, il s'agit peut-être du pays du Tchad, du Cameroun, une partie du Congo, parce qu'on ne sait jamais là où le Congo est basé, soit en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Est, on ne sait jamais. Mais il fait une partie du Congo qui est déjà avec l'Afrique centrale. Et il y a l'Afrique, il y a le cas, je manque toujours des efforts pour appeler ce pays-là parce qu'ils sont en Afrique centrale et s'appelle l'Afrique centrale aussi. Bon, tous ces pays-là ont un pourcentage très très bas si vous comparez ce pays-là avec d'autres pays africains au point de l'eau et ils gênent au soir de l'eau même pour faire le ménagement et tout cela. Bon, dès que vous regardez l'histoire de l'eau en Afrique et comment nous avons commencé depuis jusqu'au temps de la colonisation et là où nous sommes maintenant. Au début, quand on avait les Blancs avec nous, on peut le dire, les Blancs ou les Européens parmi nous, il y avait, disons, l'accès. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit très, très bien ou les infrastructures qui nous donnent l'accès à l'eau. Mais après l'indépendance, on a tout perdu. Bon, pas subitement, mais ça a pris un bon moment de temps que les gouvernements qu'on a mis en place ont tout gâché. Et maintenant, même dans les villes urbaines, dont, par exemple, Douala, là où je suis né, où nous parlons de la Kine, ou de n'importe où, dans les grandes villes, on a toujours cette difficulté-là. Bon, au niveau du droit, et je parle de cet ouvrage que M. Paul a mentionné, bon, il y en a l'un de mes collègues qui a bien écrit dans cet ouvrage, elle a bien mentionné que en Afrique, ce que nous manquons, et là c'est très important, ce que nous manquons, c'est que nous n'avons pas de droit, nous n'avons pas beaucoup écrit, ou nous n'avons pas beaucoup eu des discours sur le droit d'avoir l'accès à l'eau propre. Ce n'est pas seulement l'eau. Si c'est l'eau, nous avons l'accès à l'eau. Et afin d'avoir l'accès à l'eau, ça existe partout. Mais l'eau propre, c'est notre problème. C'est le vrai problème que nous avons parce que dès que vous serez dans nos villages ou n'importe où, et moi je dis l'affaire de village, pourquoi? Parce que dans nos villages, nous avons des rivières, nous avons tout ce qui existe là. Et la pluie, nous avons beaucoup. Mais ce n'est pas conseillé au niveau médical pour consommer cette eau-là. Des fois, alors, les gens qui sont dans ce business-là le savent comment le faire. Nous qui consommons seulement, on attend seulement à la fin pour avoir l'eau propre dans nos robinets. Et le manque de le dire, si vous constatez au niveau politique, comme je l'ai souligné, la plupart des politiciens parlent que d'autres choses. Ils peuvent parler de la santé, ils peuvent aussi parler de l'éducation, mais ils ne parlent pas de l'eau. Et pourtant, entre nous, les enfants ont toujours besoin de l'eau, et surtout les filles. Surtout les filles, et pourquoi? Parce que les femmes ou les filles, surtout les filles, ils ont besoin de l'eau pour d'autres raisons. Et on le sait déjà, sans que je les mentionne ici. Soit pour préparer dans nos villages, ou soit même pour préparer dans nos villes. Parce qu'on le sait déjà, ça même dit que bon, il y en a des hommes qui préparent, mais les femmes préparent plus que les hommes dans nos maisons. Et c'est eux qui ont besoin de l'eau alors pour faire la nourrition et tout ça, ou la recette. Donc, l'importance de ça doit aussi faire partie de nos discours politiques. Mais les politiciens ne le font jamais. Et j'ai toujours dit au comité, comme je le fais, c'était ici lundi le 15 juin, j'ai dit au comité que le problème, c'est que nous avons complètement oublié ce droit-là. Le droit de l'eau est très, très central. Très central, soit à la santé, soit à l'éducation, soit même au bien-être. Le corps humain est fait de l'eau. Donc les docteurs peuvent nous bien dire cela.
Mais si on ne se concentre pas sur ces droits-là, pour savoir comment tu vas faire la recherche, la plupart des recherches, c'est ça, pour savoir que ce ne sont pas seulement les techniciens qui travaillent dans les réservoirs ou les techniciens qui travaillent dans les agences comme les distributeurs de l'eau dans nos pays. Non, non, non. C'est aussi aux avocats comme vous, aux avocats comme moi, à tout le monde qui est avocat, pour aussi faire tout cela que le droit qui oblige l'État de nous faire ou donner l'accès à l'eau propre, j'insiste, que ce droit-là, même si ce n'est pas protégé dans la charte africaine, mais que c'est quelque chose qui est très important pour le corps humain, pour l'humanité. Même si en temps de guerre, disons par exemple, nous sommes tous au courant de ce qui se passe au niveau au Kivu et tout cela. Même ceux qui sont là à Kivu, ceux qui sont basés à Kivu, ils ont besoin de l'eau. Donc, même s'il y a la guerre, même si le Congo est en train de jouer au football, comme vous avez fait déjà la plupart des Congolais, vous le savez, vous avez très bien joué, merci, félicitations. Quand le Congo le fait, tu vois, dans le match, il y avait des pauses, parce qu'il fait chaud au Mexique. Donc, l'eau, c'est quelque chose que tu trouves partout, n'importe où, dans le football, dans le sport, si vous voulez dire, à la maison, chaque matin, chaque jour, parce que le corps humain est complètement, c'est l'eau. C'est l'eau qui nous donne la force, c'est l'eau qui nous renforce. Et avec les enfants qui n'ont pas ces moyens-là pour avoir accès à l'eau propre, donc il faut alors qu'en tant que les adultes, qu'on les aide au moins. Donc la responsabilité pour donner l'accès à l'eau, ce n'est pas complètement une responsabilité qui est la responsabilité de l'État. C'est aussi la responsabilité de tous les parents, de tous les adultes comme vous et moi qui sont là, pour faire en sorte que dans nos villes ou dans nos villages ou dans nos maisons, que nous avons l'accès à l'eau. Moi, je l'ai déjà dit, ça fait déjà 5 ans maintenant que j'ai dit que l'un des droits qui est un peu cher, tu vois, on peut avoir l'éducation, on peut avoir la santé, mais l'eau, pour moi, c'est plus cher. Mais ça ne se dit pas que, au niveau du budget de l'État, il fallait que l'État se concentre alors plus pour savoir comment budgéter au niveau de faire avoir l'accès à l'eau pour chaque personne dans le territoire national. Malheureusement, et très, très malheureusement, c'est que nos présidents qui voyagent souvent, qui partent dans d'autres pays et dans des pays là où ils peuvent boire l'eau directement du robinet, dès qu'ils rentrent au bercail ou rentrent au pays, ils n'arrivent pas à boire l'eau de robinet. Et pour eux, ce n'est rien. Ce n'est rien parce que ils peuvent toujours aller peut-être sortir là et acheter de l'eau dans des bouteilles et tout cela, ou même couler les soifs avec une bouteille de whisky ou quoi. Mais ce n'est pas la même chose pour nous, les citoyens. Ce n'est pas la même chose. C'est même pire pour les enfants. C'est même pire pour les enfants parce que les adultes, ils peuvent l'avoir. Mais les enfants, alors, ils ont toujours comment on dit, ils entendent toujours aux adultes pour qu'ils donnent l'eau. Surtout un bébé qui a, disons, 1 mois ou 2 mois, cet enfant ne peut rien faire. Donc, c'est pour cela que le droit de l'eau pour l'enfant est très, très important comparément au lycée de l'adulte. Mais c'est aussi très important, mais l'enfant le voit encore plus parce que l'enfant est en train de se développer. Pourquoi alors je dis tout cela? C'est parce que il y en a certains ouvrages, ce que j'ai lu, ça fait des années maintenant, dans ces ouvrages, c'était très bien mentionné, très, très bien mentionné que dès que l'enfant a l'accès à l'eau, la possibilité pour cet enfant, pour bien grandir et aussi pour avoir un certain niveau de l'intelligence, que c'est très, très possible. Mais avec le manque d'eau, et vous pouvez aussi regarder, si vous voulez, les années, disons les 80 ou les 80, 90, en Éthiopie, par exemple, il y avait des enfants il y avait des problèmes pour l'accès de l'eau. Ce n'était pas l'affaire seulement de décrire les enfants de l'Éthiopie comme les champions d'Éthiopie, non.
il y avait d'autres enfants qui sont là, qui n'avaient pas l'accès d'eau. Donc, on peut subitement, les enfants pour tous mourir à cause de la fête de l'eau. Donc, dans nos pays, ce que moi j'aimerais vous demander, tout le monde qui est là, je vois qu'il y en a un très grand nombre de personnes, c'est qu'on on essaie de rappeler à l'État, on essaie aussi de rappeler, surtout à l'État parti au Tchad, que même si ce droit-là n'est pas directement mentionné dans la charte, que c'est un droit qui est très important, surtout au niveau de l'article 14, sur le droit de la santé, et que ça existe là, l'accès à l'eau. Parce que l'eau avec la santé, c'est presque, ils partent toujours ensemble. Et l'eau avec l'éducation aussi, ils sont toujours ensemble. L'eau avec, comment dire, même l'intelligence, si vous le voulez. L'eau avec la vie, c'est très important. Parce que sans l'eau, il n'y a pas l'humanité. Bon, j'aimerais m'arrêter ici. Je ne sais pas, monsieur Paul-Paul, si je m'arrête ici pour savoir, parce que j'ai vu les mains qui sont levées là et des questions, pour savoir s'il y en a des questions précisément que je peux alors répondre pour mieux alors écarter sur certaines choses que j'ai dit. Oui, merci, professeur. Un immense merci, professeur, pour cette keynote magistrale. Vous venez de placer les mots sur les droits à l'eau, les droits à l'assainissement, les droits à la santé, en faisant un parallélisme avec la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. Professeur, vous aviez rappelé que ces droits n'est pas expressément prévu par la Charte africaine sur le bien-être de l'enfant, mais on ne peut pas ignorer que cette charte revient sur les droits à l'éducation, les droits au bien-être, les droits à l'éducation, lesquels droits ne peuvent pas être concrétisés en faisant fi au droit à l'eau. Donc, c'est un droit très, très important. Vous avez aussi revenu sur, l'attitude du Monsieur Bilengui, est-ce que c'est mon Internet ou c'est... Non, 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 non. Certainement, il y a peut-être un souci de connexion. Ce que nous allons faire, peut-être pour gagner le temps, c'est de prendre des questions. Il y a déjà pas mal de questions dans le chat et j'espère qu'avec le débat, euh, les échanges seront très intéressants. Heureusement, je pense, il est là. Cher Germain, vous êtes là? Oui, oui, j'ai eu un problème de technique. Alors, je OK. disais, professeur, il y a beaucoup de questions qui sont déjà posées dans les chats. Ouais, il y en a beaucoup. Et bon, je ne sais pas ce que Il j'ai y en a dit. beaucoup. Oui, oui, comme on le disait, nous aurions à prendre 4 séries et ces 4 séries comportera 3 questions par série. Le professeur se fera la joie d'y répondre. Alors, professeur, sans pour autant tarder, nous allons directement aborder. Bon, si je Certainement, peux... oh, oui, Oui, oui. Je ne sais pas si peut-être je ne sais pas ce qui vous arrange, si vous allez lire les questions oui. et Il y en a la première question qui vient non, du non, Pérou. ce que je veux faire, parce qu'il y a des questions là en haut, je peux Oui, peut-être intervenir. oui. Je lis la question, les 3 questions, je ne sais pas si on peut prendre 3 et puis vous répondez. OK, ça va. Et puis Ça après, m'arrange. on prend 3 encore, on continue comme ça. OK, non, merci. Ouais. Donc, il y a la première question, messieurs Diderot, Abamongo. La RDC est souvent présentée comme un scandale hydrique en raison de l'abondance de ces ressources en eau. Pourquoi, malgré ces potentiels considérables, les enfants vivant dans les zones de conflit continuent-ils à faire face à des graves difficultés d'accès
à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène? Ça, c'est la Hmm. première question. Deuxièmement, c'est Monsieur Dieudonné. Professeur, l'Afrique dispose aujourd'hui d'un cadre normatif relativement solide à travers la Charte africaine de droit et du bien-être de l'enfant, ainsi que d'autres instruments internationaux. Cependant, le constat sur les terrains montre une violation persistante du droit à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène des enfants en contexte de conflit. Selon vous, le véritable obstacle se situe-t-il au niveau du manque de volonté politique des États ou soit de la faiblesse de mécanismes de redevabilité ou d'une défaillance structurelle de système de gouvernement? Ce sont les deux Hmm. pistes proposées dans sa question. Et pour la troisième question, pour cette première série, il y a Monsieur ainsi Gina Josué. Y a-t-il de lois qui parlent de la protection de la protection de l'eau, je pense, ou du droit à Hmm. l'eau? C'est ça, la troisième question. Bon, avec la troisième question venant d'ici, bon, c'est très directement, je me l'ai dit que non, n'existe pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y en a pas, disons, au niveau de la charte africaine sur le bien-être de l'enfant. Là, alors, si vous voulez protéger l'eau, vous allez aller au niveau de la droit de santé. Bon, le droit de santé, je pense, l'article 14, c'est alors là que vous allez trouver le droit de l'eau ou l'accès à l'eau. Donc, directement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, pas parce que ce n'est pas important, mais je pense que les anciens qui étaient là avant nous, qui ont écrit ces chartes, je me dis que peut-être ils ont aussi peut-être oublié, mais c'est aussi peut-être parce que la charte est comme comment on dit, ça se ressemble aussi à la Convention sur les droits des enfants pour l'Union, euh, oui, la Convention qui est un document qui vient directement des Nations Unies est un peu différent, pas complètement différent, dont il y en a des droits qui se répètent au niveau du charte, qui est un instrument de l'Union africaine. Donc, pour cela, il n'y en a pas une droit qui est directement qui parle de l'accès de l'eau et tout cela. Et la deuxième question, bon, ça m'a fait rire. Pourquoi? Parce que des réponses se trouvent déjà dans votre question. Vous avez, bon, suggéré, il y a trois déjà là. Et dans tous ces trois-là, bon, la réponse est déjà là. C'est tous les trois. Vous avez justement bien parlé. Bon, c'est quelque chose de manque de volonté. C'est aussi quelque chose de manque de la faiblesse des mécanismes dans nos pays. Et pour moi, cette manque de volonté, c'est très important que la faiblesse. Parce que c'est le manque de volonté qui contribue à la faiblesse des mécanismes. Donc, et c'est aussi parce que nos États, je ne sais pas ce qu'ils arrivent avec nos politiciens, mais les politiciens africains ont une idée que moi, je n'arrive pas à comprendre. Et aussi, c'est parce qu'ils ont l'intérêt dans d'autres choses. Les choses là d'où moi, je n'arrive pas toujours à comprendre. Et en répondant à cette question, je peux aussi confirmer que je peux, comment dire, aller à la première question aussi pour dire que c'est désormais au niveau de la RDC, complètement. Dans tout ce que vous voulez penser, la RDC, c'est un pays complètement très, très riche. Très, très riche. Sous-sol et tout cela, ils ont tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour être comme Singapour demain ou même comme les États-Unis. Mais ce qui arrive à la RDPC, ou à RDC, pardon, par la RDPC, c'est un parti politique au Cameroun. Mais pardonnez-le pour ça. Au RDC, moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de l'accès à l'eau. Non, dans presque tout. En presque tout. Bon, sauf peut-être les tissus, que vous avez très, très belles tissus au Congo, qu'on le sait déjà, et nous aimons les tissus qui viennent du Congo, et, et aussi la cuisine du Congo, qui est aussi très, très bien. Mais sinon, dans tout ce qu'on peut faire comme l'eau ou la santé et tout cela, il y en a beaucoup de questions qu'on peut toujours se demander pourquoi est-ce que tout cela, tu vois, revient toujours au Congo, pourtant que c'est un pays qui est complètement très, très bien béni avec des richesses.
Le Congo a tout. Le Congo a tout. Mais le Congo n'arrive pas, tu vois, n'arrive pas à faire certaines choses qu'il faut de l'argent pour le faire. Pourtant, il y en a de l'argent. C'est ça qui me fait rire. Bon, moi, comme j'ai dit, moi, je suis Camerounais, mais mon playlist est congolais. Donc, avec les Fali et Poupa et tout cela, et les frères Gola, voilà les gens que moi j'aime maintenant écouter. Mais la plupart, quand ils chantent, tu suis la musique qu'ils chantent et tu te dis, mais ils sont en train de se pleurer pour ce qui se passe au Congo dans la plupart du temps. Il y en a aussi l'amour et tout ça qui joue dans la musique, mais si, si ils ont, tous ces artistes-là, s'ils ont directement lancé le président qui est là maintenant, il y en a d'autres qui sont là, mais s'ils ont lancé au président, pourquoi pas dire au président que, monsieur le président, voilà ce que tout le monde au Congo veut, l'accès à l'eau et toute l'éducation et la santé. Si vous l'avez oublié, il faut qu'on vous rappelle. Il y en a certains qui ont eu les médailles. C'est pas loin maintenant, c'est presque 2 semaines ou 1 semaine, qui ont eu des médailles venant du président. Donc, ce n'est pas seulement que la population, comme les citoyens ou tout le monde qui est là pour porter plainte et tout cela. C'est pas facile toujours parce que les politiciens ils se protègent beaucoup. Et c'est quand les élections arrivent qu'ils vont maintenant commencer à faire ce chemin-là vers les citoyens pour supplier pour les votes. Donc, j'aimerais encourager tout le monde qui est là, tout le monde, les Congolais ou les Camerounais, n'importe qui est là, que dès que les politiciens commencent déjà à chercher les, pour vous encourager, pour voter pour eux, il faut se les rappeler. Il faut se les rappeler le défaut qu'ils ont fait pendant les années quand ils étaient au pouvoir. Pourquoi les faire rentrer au pouvoir pourtant qu'ils ont des choses qu'ils n'ont pas bien fait et tout cela. Et il faut toujours aussi les rappeler que le Congo, par exemple, est parti est parti aux chartes africaines et que là, alors, il faut alors que le pays prend au sérieux tous ces droits qui sont protégés dans ces chartes, que ça fait partie du discours politique dans nos pays. Parce que tout ce que nous faisons ici au monde, tout ce que nous faisons même dans cette webinaire, est entouré de langage politique. La politique est très, très importante pour le bien-être de l'humanité. Donc, il ne faut pas dire que moi, je suis chrétien ou je suis maçon ou je suis professeur de l'université ou je suis n'importe qui et je ne suis pas politicien. Tout le monde qui est là, nous sommes tous des politiciens. Pourquoi? Parce que dans notre vie, tout ce que nous voulons et surtout les droits sont faciles. Donc, les droits sont plus faciles à les acquis au niveau politique. Donc, il faut toujours, pour répondre à toutes ces 3 questions, c'est important que soit la faiblesse, soit n'importe quoi, il peut très bien se résoudre au niveau de la politique. Il ne cesse pas de le parler. Il faut toujours les rappeler parce que souvent ils oublient. Merci beaucoup, cher professeur, pour le pertinente réponse de cette première série. Je vais rapidement continuer avec la seconde série. Alors, on privilégie les questions dans le chat. On va peut-être prendre 1 ou 2 interventions à la fin. Mais prière d'écrire vos questions, on va vous lire selon l'ordre d'arrivée de questions. Alors, il y a Madame Rachel Soumaïli qui a posé une série de 5 questions, mais on a beaucoup de questions. Donc, je veux prendre juste une parmi voilà, les questions posées pour voilà, essayer aussi de lire les questions des autres participants. L'essentiel, c'est d'essayer de répondre au moins à chaque question de chaque participant. Alors, si je peux prendre la deuxième question, qui est quand même intéressante parce que d'autres questions, je pense, ont peut-être déjà été répondues ou ont trouvé réponse lors de l'exposé. La charte africaine est-elle suffisamment contraignante pour garantir ce droit, donc le droit d'accès à l'eau, à l'assainissement, surtout la charte africaine, à l'hygiène,
aux enfants, en fait, ce droit aux enfants en période de conflit armé, la charte africaine. Ça, c'est Madame Rachel. On va peut-être Est-ce prendre. est-ce que là, c'est la deuxième question parce qu'elle a 5 questions? Oh oui, ce que je dis, on ne saura pas prendre toutes ces questions vu qu'on a beaucoup de questions. OK. On essaie de prendre une question par participant pour permettre de toucher quand même chaque question de chaque participant et ne pas léser certains participants. OK, allez-y. Donc, on va prendre celle-là. On va peut-être envoyer d'autres questions au professeur après pour réponse par écrit et par mail pour d'autres précisions. Donc, Madame Rachel, c'est la première question. Deuxièmement, nous avons une question posée par Monsieur Gignor. Il veut savoir, cher professeur, face au défi de mise en œuvre que vous évoquez, y a-t-il une évolution de la jurisprudence de la Cour ou du Comité africain des experts sur le droit de l'enfant permettant de sanctionner directement les États pour manquement à leurs obligations de garantir le droit d'accès à l'eau potable en temps de conflit? En d'autres termes, comment transformer ce droit en obligation réellement justiciable lorsque les infrastructures de protection de l'eau sont détruites par le belligérant? Et pour finir avec cette série, il y a M. Saïdi. Cher professeur, partant de votre affirmation selon laquelle l'accès à l'eau S'il vous était... plaît. Nous avons Myriam, je pense. non, Myriam, elle est de l'équipe, c'est elle qui coordonne en fait, les questions. OK. Ouais. Donc, il veut savoir, partant de votre affirmation selon laquelle l'accès à l'eau était plus possible pendant la colonisation en Afrique et moins accessible pendant la période post-coloniale, ma préoccupation est est telle que peut-on pas penser que l'accès à l'eau pendant la colonisation était pour rendre à l'aise la vie de colons en Afrique que le besoin de civilisation de population africaine? Ah oui, bon, avec la dernière question, oui, c'est vrai, ce que c'était bon. Mais disons, dès qu'on a eu l'indépendance, il n'était plus là. Donc, c'est aussi vrai qu'il y en a certains pays là d'où les colonisateurs, avant qu'ils rentraient chez eux, peut-être au niveau du Congo, avant qu'ils rentraient chez eux, ils ont tout gâté. Ils ont tout détruit et ils sont rentrés chez eux. Mais il y en a certains pays africains là où ils n'ont rien détruit. Ils ont laissé, mais le gouvernement africain ou le gouvernement des citoyens qui sont venus là en place, ils ont tout gâté. Donc là, alors, c'est vrai, je comprends, c'est vrai. Bon, si tu lis très bien, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, bon, il y en a certains colonisateurs qui n'ont rien gâté. Ils n'ont rien détruit quand ils ont quitté dès l'indépendance. Ils n'ont rien détruit. Et pourtant, c'est nos gouvernements qui sont venus en place et ils ont, pendant les années, tu vois, tout détruit. Et maintenant, là où nous sommes, nous n'avons pas accès à l'eau. Bon, c'est très possible. C'est aussi pour cela que dès que vous regardez peut-être dans d'autres pays, bon, moi, je n'ai jamais été au Kinshasa, mais je suis très convaincu que peut-être comme à Dakar, au Kinshasa, il y en a des bâtiments qui ont été construits. Ça fait longtemps, tu vois. Dès que vous allez dans ces bâtiments, ils sont toujours en place, ils ont toujours cette, comment on dit, la présence est toujours là. Et il y en a toujours des choses fonctionnent bien déjà. Pourtant que toutes ces choses-là ont été construites dès que les colonisateurs étaient là. Mais le manque de l'entretien, l'État n'a pas bien entretenu tout cela. Et maintenant, nous avons tout ce que on a vécu maintenant. Tout est en train d'être détruit. Bon, je ne sais pas la question dont vous avez choisi parmi les 5 questions que nous avons eues d'abord. Oui, Mais c'est par rapport à la charte africaine, est-elle contraignante, la deuxième? Ouais. oui, la Est-ce que deuxième. elle est suffisamment contraignante Ouais. pour partir? La charte africaine Oui. Oui, non. Je me dis que pas suffisamment. Que c'est pas suffisamment, c'est pour cela que la recherche est très importante alors pour au moins voir comment nous pouvons, en tant qu'avocat, comment nous pouvons essayer de manquer de mots, bon, on précise, comment éclairer et écarter aussi, comment on dit en anglais, expand,
écarter aussi ces droits-là, surtout à travers la droit certains droits qui sont bien mentionnés dans ces chartes, droit de la santé par exemple, ou de l'éducation. Donc tout cela c'est possible, mais c'est pas suffisamment. Et ma réponse est surtout basée sur le droit de l'accès de l'eau. Que c'est pas suffisamment, c'est pour cela que aujourd'hui on en parle encore, on parle toujours et le comité aussi, comme j'ai dit, était à Tripoli, à Libye. Ils sont maintenant de retour à Lesotho. Ils ont aussi beaucoup parlé de cela dès qu'ils étaient là, surtout mardi passé. Donc je regarde la troisième question venant de Junior. Oui, c'est ça, par rapport à la jurisprudence de la... Oui, la jurisprudence, oui, je vois. Bon, d'abord, pour savoir que les États partis de charte, que le comité ne peut pas sanctionner les États. Le comité ne peut pas sanctionner les États, mais le comité se dit que l'État qui est État parti de ces chartes doit au moins respecter les obligations. Mais le comité n'a pas des mesures juridiques ou n'importe quoi, la sanction pour aller sanctionner les États. Non, ce n'est pas possible avec le comité. Le comité peut s'engager dans une conversation diplomatique avec les États pour les encourager de respecter les obligations, mais pas pour les sanctionner. Donc là, ce n'est pas possible. Mais il y en a une différence avec le comité et la Cour africaine qui est à Arusha. Bon, parce que la Cour africaine n'a pas, comment on dit, la Cour africaine ne s'engage pas, ça fait depuis qu'elle a été établie, elle n'a jamais s'engagée sur les droits des enfants. Donc, on peut alors dire que toutes ces choses-là qui entourent les enfants, qui protègent les enfants, tout cela est basé au niveau du comité. Et le comité n'a pas cette pouvoir, ce pouvoir-là pour sanctionner les États. Bon, ils peuvent s'engager dans des conversations diplomatiques ou encourager les États qu'il faut au moins respecter vos obligations. C'est pour cela que dans la charte, il y en a une obligation aux États pour envoyer des rapports chaque 2 ans, ou il y en a certains qui envoient chaque 3 ans au comité. Dès qu'ils envoient au comité, le comité lit les rapports et dans ces rapports, alors, le comité se demande si l'État est arrivé à atteindre ses obligations au niveau de la charte. Et si ce n'est pas possible alors, ou ils n'ont pas fait, bon, le comité alors va engager l'État, mais surtout au niveau diplomatique, dans des réunions, pour dire, s'il vous plaît, il faut aller le faire, mais sinon, sanctionner, c'est pas possible et ils n'ont jamais fait. Ok, on peut poursuivre, cher professeur? Oui. Merci beaucoup pour ces pertinentes réponses. On va prendre la troisième série de questions. Comme on vous l'a dit au début, on va peut-être s'arrêter à la quatrième série et peut-être prendre deux interventions verbales. Et voilà, les autres questions qui n'auront pas réponse seront envoyées au prof pour réponse voilà, ultérieure via mail. On va poursuivre avec la troisième série de nos questions. Alors, il y a Dieudonné Bahati qui veut savoir comment pourrons-nous passer d'une approche basée sur les engagements internationaux et les déclarations politiques à une véritable obligation de résultat, avec des mécanismes contraignants permettant de sanctionner les États ou les acteurs responsables de violations du droit à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène des enfants affectés par le conflit. Ça, c'est M. Dieudonné Bahati. Il y a M. Josué qui revient encore. On ne sait pas prendre deux questions pour un participant. Vous allez prendre ainsi, parce qu'il y a d'autres participants en bas. Donc, on va privilégier les nouvelles questions. Alors, je vais prendre la question je trouve, OK, il y a M. Isaac Bahati. Et continue d'avoir la famille Bahati ici. Alors, ouais. Ma question est de savoir quel rôle peuvent jouer les organisations de la société civile pour la protection de ce droit. Voilà.
quel rôle peuvent voilà, jouer les organisations de la société civile pour la protection de ce droit. Ça, c'est la deuxième question pour cette série. Et pour clôturer la troisième série, il y a M. Gabriel qui veut savoir, cher professeur, je suis Bouira Moutebois Dieudonné. Euh, je suis étudiant en master en droit économique et des affaires à l'Université de Goma. Ma question est au niveau de l'âge de la majorité dans le pays africain. Certains pays africains, 18 ans, d'autres 21. Non, j'aimerais savoir quand on parle du droit de l'enfant à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, est-ce que certains sont exclus? C'est par rapport à qui sont Alors, le nom c'est qui? Monsieur Dieudonné. Gabriel. Gabriel, oui. Par Ouais, rapport Gabriel. c'est ça. C'est la troisième question de cette série. Donc, vous pouvez déjà procéder, cher professeur. Ouais. Je suis en train de lire la question du Gabriel pour savoir cette pays existant. J'aimerais savoir quand. C'est juste par rapport à la catégorie, donc les enfants protégés ou les mineurs protégés. Ouais. Et qui peuvent Bon, bénéficier. avec la dernière question, c'est plus facile. Tous les enfants sont protégés. Ouais. Bon, ils sont tous protégés, à commencement depuis la naissance, de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Bon, ils sont tous protégés. Je pense que cela, c'est clair pour la troisième question. Et la question d'Isaac, bon, comment il a dit? Il a dit, vous pouvez jouer les organisations de la société civile, oui. Ouais, les organisations, tout ce qu'ils doivent faire, surtout, soit la recherche ou, mais très important, pour plaidoyer. Là, pour moi, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que là, c'est les forces. Là, c'est les forces. Et là c'est ce qui. Bon, il y a par exemple Haki qui est là. Haki doit avoir une stratégie pour plaidoyer l'État ou pour avoir une stratégie au niveau de l'État pour aussi essayer d'encourager l'État pour que l'État respecte ses obligations, surtout au niveau de la charte des enfants. Donc là, c'est très important que la société civile peut le faire. Sinon, il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Mais il y en a d'autres choses. Par exemple, si la société civile a une statut d'observateur au niveau du comité, très important pour l'avoir, cette société civile alors peut alors porter le pays dans la RDC, par exemple, plainte au niveau du comité. Et le comité, ce que le comité fait alors, c'est qu'à la fin de cette cas-là, le comité envoie seulement des recommandations. Donc, une décision très, très forte comme la Cour pour le faire, ce n'est pas possible au comité. Le comité fait seulement les recommandations qu'ils envoient au pays et les encourage de faire l'effort. Nous avons aussi, est-ce que j'ai arrêté? Il y en a d'autres. Oui, Dieudonné. Bon, Dieudonné, la transformation durable, quel rôle doivent jouer les universités de communication de la société civile? Comme j'ai dit, la famille Bahati est là. Voilà, la société civile. Bon, l'université, au niveau de l'université, tout ce que nous pouvons faire, c'est que la recherche. Pour écrire des ouvrages et pour faire la recherche et pour aussi avoir des amis ou des candidats comme Jiska qui est là, M. Bilingui, pour les enseigner, pour savoir comment, dès qu'ils quittent de l'université, dès qu'ils partent dans la société civile et d'autre part, bon, c'est ce qu'on peut faire. L'université, c'est pas comme une organisation comme Haki, par exemple. C'est pas, nous n'avons pas comment dire, nous n'avons pas les objectifs qui sont les mêmes comme ceux des Haki. Donc, nous sommes déjà, d'abord, premièrement, une institution des études. Donc, c'est là que nous formons des avocats de demain ou des présidents de demain, mais pas pour autre chose que cela. La recherche, on peut bien écrire, on peut aussi plaidoyer à travers nos écrits, et on le fait toujours. Si vous lisez souvent ce que moi j'écris, mais la plupart de tout ce que j'écris, c'est en anglais. Bon, vous allez voir que dans tout ce qu'on est en train d'écrire, nous essayons alors d'encourager les États, nous essayons aussi de décrire ou d'essayer aussi d'expliquer certains droits pour que tout le monde arrive à comprendre ce qu'il s'agit. Donc, à part de ça, il y en a
rien qu'on peut faire. Nous ne sommes pas l'armée, on ne peut rien faire contre l'État, on ne peut rien même sanctionner l'État, on ne peut rien faire en tout de cela. Je ne sais pas si c'est tout, ce qu'on a répondu. Oui, on a Et quand ça même, va? on a quand même atteint trois questions de la troisième série. On va prendre donc la dernière série pour chuter avec les questions dans les chats. Rapidement, il y a Monsieur Prince pour cette série. On commence par Monsieur Prince. Monsieur Prince, il veut savoir aujourd'hui, l'on fait la guerre, ok, on fait la guerre de minerais en RDC. Demain, ça sera probablement celle de l'eau. Quelle stratégie mettre sur pied pour contourner un tel scénario dans l'intérêt de l'enfant en particulier et celui de l'humanité en général? Ne pas donc passer de la malédiction de minerais à celle de la malédiction de l'eau. La deuxième question pour cette série, Monsieur Esaïe Kalumbu. Merci, Monsieur le professeur. On ne saura pas prendre Madame Rachel parce qu'on a déjà répondu à une question de sa série. On va envoyer d'autres questions pour réponse via mail au professeur. Vous avez parlé du défi de mise en œuvre de la charte, mais en pratique, comment fait-on lorsque l'État perd le contrôle d'une partie de son territoire à cause de groupes armés? Comment peut-on garantir concrètement le droit à l'eau et à l'hygiène des enfants ou là où l'État n'est tout simplement plus présent pour appliquer la loi? Ça, c'est la deuxième question pour cette série. Et pour chuter avec cette série, il y a Monsieur Victoire. Merci, professeur. Merci beaucoup pour votre présentation pertinente. Le droit à l'eau étant compris comme un de droits économiques, sociaux et culturels guidés par le principe d'exécution progressive en fonction de moyens dont disposent les États, ne pensez-vous pas que ce droit pourrait être repensé et être par conséquent être replacé parmi le droit de la première catégorie, caractérisé notamment par l'exécution immédiate et non progressive? C'est ça l'idée de la question. Et c'est au regard du rôle fondamental de ce droit, un droit qui sert de base d'autres droits, à l'instar le droit à la vie et à la santé, comme vous l'avez par exemple mentionné. Et ce sont les trois questions pour cette dernière série. Bon, moi, je n'encourage pas la classification de droit. Pour moi, tout ce qui est protégé dans ces chartes est le même, ça porte la même force, la même importance, la même, comment dire, parce que tout ce qui est protégé là, surtout au niveau des droits socio-économiques, tous ces droits sont très importants pour l'humanité et aussi pour les enfants en particulier. Dans la classification, pour moi, ce n'est pas important. C'est que dès que l'État, bon, soit c'est un droit qui doit être imprimé immédiat ou progressif et tout cela, mais qu'il y a au moins une stratégie nationale au niveau de l'État qui montre que l'État a l'intention pour imprimer ses droits. Donc, dès qu'il n'y a pas ce plan ou il n'y a pas cette stratégie nationale, bon, dont l'État n'a pas l'intention, pour moi, pour fini. Bon, si l'État a l'intention, il faut que l'État ait cette stratégie-là en place. Et pour aussi dire au niveau de la question de la malédiction que nous parlons du Congo, avant que je revienne à la question qui a été posée par M. Kalumbu. Bon, au propos de ça, bon, la malédiction de l'eau, ça existait déjà. Ça existait déjà, mais pas au niveau que la malédiction minérale. Pourquoi? Parce qu'il y en a des intérêts. Il y en a des intérêts au niveau du minéral est très, très fort que les intérêts au niveau de l'eau. Bon, les gens arrivent toujours à acheter de l'eau dans les supermarchés. Les gens arrivent toujours à acheter de l'eau, bon, là d'où ils veulent. Mais les choses minérales, ce sont les choses économiques. Donc, pour là, alors, c'est pour cela que dès que l'Amérique arrive au Congo pour signer des contrats pour avoir l'accès aux ressources minérales, l'Amérique n'arrive pas au Congo pour signer des contrats pour l'accès à l'eau. Non, ça ne les intéresse pas. Mais ce qui les intéresse, c'est l'accès aux ressources minérales. C'est pour cela que c'est beau, parce qu'il y en a d'autres pays étrangers qui sont intéressés. Mais il y en a des Américains qui arrivent au Congo, qui vont préférer d'acheter de l'eau
tu vois de l'eau dans des supermarchés pour consommer. Pourtant qu'il le sait qu'eux peuvent aussi aider par rapport à les ressources pour avancer le bien-être de l'enfant, pour aussi progresser sur l'accès à l'eau. Donc, ça n'arrive toujours pas. Nous avons cela. Et la deuxième question alors, venant de M. Kalumbu, vous avez demandé, vous avez parlé du déficit de mise en œuvre de la charte de main. En pratique, comment faire lorsque l'État perd le contrôle d'une partie de ce territoire? Oui, l'affaire de perdre partie d'un territoire, d'abord, l'État est très important. L'État est très important au niveau du droit international. L'État aussi est très important au niveau, le choix est très important au niveau de réaliser les droits. De réaliser les droits. Donc, si l'État n'a pas contrôle, si l'État n'arrive pas à avoir contrôle à certaines parties nationales, donc c'est pas alors, c'est pas, on peut le dire que ces territoires-là, bon, que c'est pas, l'État alors n'est pas obligé. Si, disons par exemple, si disons entre la guerre qui est entre le Rwanda et le Congo, si le Congo arrive à perdre une partie de l'État, bon, dans cette partie-là, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes pour l'accès à l'eau, le problème de santé, le problème d'éducation, mais il faut avoir l'État, soit le Rwanda ou le Congo, pour que les droits soient être fournis aux ceux qui veulent. Ok, merci, Ouais. cher professeur. Alors, Oui. Est-ce que c'est possible qu'on m'envoie d'autres questions parce que maintenant j'ai une autre réunion qui commence dans 15 minutes? Merci beaucoup, cher professeur. Ouais. Comme promis, chers participants, la session devrait prendre 1 heure minimum et légèrement dépasser 1 heure parce que le prof a d'autres engagements. Pour nous, c'est un plaisir voilà, de vous avoir encore pour cette deuxième série. On est navré de n'avoir pas atteint toutes les questions, voilà, de manière en pleine session. Mais comme promis, on envoie régulièrement voilà, les questions non répondues à l'intervenant pour réponse via mail. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions de le soumettre par mail ou de le soumettre via ce chat et on va y répondre. On va les transférer au professeur pour réponse ultérieure. Alors, aujourd'hui, nous clôturons voilà, la célébration, la commémoration de la journée de l'enfant africain. Et l'organisation qui vous a aujourd'hui encore reçu, c'est Aki Institute, comme nous l'avons aussi bien dit au début. Nous remercions grandement le professeur Elvis Fokala, qui est une référence sur le droit de l'enfant au niveau africain, qui a accepté notre invitation pour former ces jeunes passionnés de la défense, de la protection, voilà, de la promotion de droits de l'enfant en RDC, en Afrique et dans le monde, parce que nous pensons que c'est en capacitant plusieurs voilà, personnes intéressées par rapport à ces questions que nous pouvons atteindre, on peut changer les choses. Parce qu'à un moment, on s'est rendu compte que ce n'est pas toujours et nécessairement le problème des États, mais voilà, des acteurs qui peuvent pousser les États à faire mieux. Et si on est nombreux à changer, à bouger les lignes, on espère que les États africains peuvent un jour voilà, garantir le droit des enfants ou le droit de toute personne, tel que voilà, prévu par nos chartes, nos traités, qui sont nos instruments de base, nos bibles. Alors, merci beaucoup, cher professeur. Ouais, juste pour dire, M. Zika, que bon, d'abord, bonne fête à tous les enfants africains. Bon, je vais dire que vous tous là, nous tous là, nous sommes enfants africains Oui. de l'âge. Et bonne fête et que la prochaine fête, il faut qu'on le fête avec peut-être une lettre à l'État pour les rappeler les obligations et pour aussi essayer d'aider les enfants du Congo ou les enfants africains, comme je le dis toujours. On a toujours besoin de soutien et surtout à ceux qui le savent comment le faire. Merci.
Vraiment, merci, cher professeur. Ce que nous pouvons rapidement faire avant de cheater, chez Hack Institute, comme le prof l'a si bien dit, on a pas mal de projets que nous sommes en train de faire, pas seulement de projets, de shadow reports que nous sommes en train d'écrire. Par exemple, il y a la question des droits de l'homme en situation de conflit armé. Il y a des questions d'ailleurs qui ont été posées dans ces sens. On est en train d'écrire sur ça. On va soumettre de rapports au niveau des instances africaines, notamment la Commission africaine et même le Comité sur les droits de l'enfant dans Mm. le prochain voilà, Shadow Reports. On encourage donc tout potentiel partenaire, aussi bien académique, financier, technique, qui sera intéressé à faire partir voilà, de l'équipe des Hackers Institute à nous contacter via bien sûr nos réseaux sociaux et notre page en ligne, notre page Hackers Institute qui sera fonctionnelle d'ici, on l'espère, la fin de ce mois. Et ça sera un plaisir de collaborer avec vous. Alors, Mm. c'était un plaisir de vous recevoir. Hier, on a reçu le prof Thomas Foura. Aujourd'hui, c'était les profs Fokala. Demain, on l'espère, ça sera d'autres, ça sera peut-être vous comme participant. Voilà, on ne sait pas demain. Vous serez peut-être expert au comité de droits de l'enfant, au commissaire à la Commission africaine des droits de l'homme. Et ça sera un plaisir de collaborer avec vous pour parler de droits de l'homme, de la protection de l'environnement et du règlement pacifique des conflits, le 3 domaine d'intervention de Hackers Institute. C'est sur ce mot que voilà, je lève la session d'aujourd'hui, tout en remerciant le professeur et tous les participants. Bon, nous avons Monsieur Philippe au niveau du comité qui peut aussi intervenir si vous voulez. Je peux vous envoyer son email et vous l'écrire. OK? Merci beaucoup, cher professeur, très gentil de votre part pour cette correspondance. Yeah. Et voilà. Ouais. Pour les participants qui ont pris part aux sessions, les certificats sont assurés. Et OK. voilà, vous aurez le prof Okala Elvis sur votre certificat. Yeah. Un très grand sur le continent africain, certainement, ça vous ouvrira de portes. Pourquoi pas de recommandations demain, après-demain, dans d'autres plateformes. Yeah. Merci. OK. Non, merci beaucoup. Et tenez-vous Un bien, plaisir. merci. Bye bye. Alors, merci beaucoup, cher collaborateur. On se relance sur WhatsApp.
D'accord, très bien.